Donc voilà, bienvenue donc à notre deuxième webinaire pour mieux comprendre les politiques biodiversité, cette fois-ci en région Centre-Val de Loire. Je vais tout simplement laisser la parole à Samuel Senap, notre président, le président de FNE Centre-Val de Loire, pour présenter le sommaire. Et ensuite, je prendrai juste la parole un petit instant pour vous rappeler le contenu du premier webinaire. Et donc, on prend connaissance du sommaire. Donc, on fait un petit rappel sur le premier webinaire qui a eu il y a une quinzaine de jours, et dont la thématique principale était de présenter les conclusions de la stratégie nationale biodiversité 2 et les perspectives pour la numéro 3, et avec des intervenants qui étaient de France Nature Environnement et puis aussi donc de l'Adréal. Ensuite, pour aujourd'hui, on voulait recentrer plus sur les actions régionales au regard de ce qui va dans le sens ou ce qui contribue aux objectifs de cette stratégie nationale biodiversité. Donc, c'est pour ça qu'on proposait une présentation des missions de l'Adréal à notre réseau en faveur de la biodiversité. Ensuite, la présentation de la compétence biodiversité en région. Et ensuite, revoir aussi notre rôle, nous, notamment dans les représentations aux différentes instances où nous sommes présentes et les projets que l'on porte en faveur de la biodiversité. Voilà. Merci Samuel. Alors, par rapport au premier webinaire, donc, je vous rappelle l'objectif de notre cycle de webinaires, c'était notre idée de pouvoir former des bénévoles associatifs à la thématique biodiversité pour avoir de ce fait plus de représentation dans les instances où l'on parle de biodiversité en région et dans les différents départements. On a noté une certaine complexité autour de toute cette politique biodiversité, quelle que soit l'échelle, et donc on souhaitait répondre à ces difficultés en réalisant des contenus qui soient assez courts, donc 1h30 à chaque fois sur une thématique particulière, les rendre accessibles à tous via des supports en ligne, donc sur notre chaîne YouTube, et que ces webinaires soient chapitrés pour que l'on puisse y revenir a posteriori et pouvoir sélectionner une partie, toute ou partie des interventions. Ça me permet comme ça d'avoir des supports de formation qui soient accessibles dans le temps. Donc, le premier webinaire, c'était plutôt orienté à l'échelle nationale. On avait donc comme intervenant notre fédération nationale, France Nature Environnement, et l'Office français de la biodiversité qui sont intervenus. Tout au début de la présentation, il y avait donc la genèse de la stratégie biodiversité en France, comment on est parvenu à mettre en place cette stratégie nationale biodiversité, qu'est-ce que c'est. Et puis, l'Office français de la biodiversité a présenté, donc, comme l'a dit Samuel, l'évaluation de la stratégie numéro 2 et FNE a parlé de la manière dont ils avaient pu agir pour permettre que la biodiversité soit préservée, mieux préservée dans la stratégie numéro 3, donc la stratégie nationale 2030. Et donc, nous sommes maintenant dans ce deuxième webinaire qui est maintenant organisé à l'échelle régionale. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole à l'Adréal pour parler de leur mission en faveur de la biodiversité. Donc, je vous laisse vous présenter et puis je vous laisse y aller. Merci. Bonjour, donc vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, bonjour, donc je suis Émeric Lortois, donc adjoint au chef du service eau, biodiversité, risques naturels et Loire au sein d'Adréal. Donc Sébastien Collard, en charge de l'unité de gestion des espaces naturels et CITES au sein du Cébrinal. D'accord, donc je vais introduire en présentant un peu les missions générales de l'Adréal et succinctement les missions en faveur de la biodiversité, et Sébastien approfondira après à la suite de mon intervention. Donc, première diapo. Donc, peut-être prendre effectivement donc excusez-moi. Donc, l'ADREA, donc c'est un service de l'État donc qui est chargé d'élaborer, de mettre en œuvre les politiques de l'État en matière d'environnement, développement et aménagement durable et logement.
Donc, on est sur un périmètre très large, donc qui peut aller des risques naturels aux installations classées pour la protection de l'environnement, à la politique énergétique, à la biodiversité. Donc, on a sur une direction qui a un panel de missions qui est très large. Donc, nous sommes un service donc, à vocation régionale donc, qui est placé sous l'autorité du préfet de région, mais dont certaines missions peuvent relever du niveau départemental, ce qui est le cas des installations classées. Diapo suivante. Donc, un point qui est important à rappeler, c'est qu'effectivement, en tant que service de l'État, on n'exerce pas seul. L'organisation administrative de l'État fait qu'il y a plusieurs services qui traitent des sujets en lien avec l'environnement et l'aménagement. Donc, au niveau central, donc avec notamment l'administration centrale, donc pour nos sujets, la direction de l'eau et de la biodiversité. Donc, il y a notamment effectivement l'élaboration de tous les textes réglementaires au niveau national et le pilotage général des stratégies nationales. Aussi au niveau plus local, donc au niveau départemental, les directions départementales des territoires et de la mer, qui sont là plus en charge sur l'échelon opérationnel et qui ont notamment des missions de police. Et on travaille beaucoup aussi avec des établissements publics en charge de ces missions-là. Donc, pour vos missions, c'est principalement l'Office français de la biodiversité et les agences de l'eau. Diapo suivante. Donc là, c'est pour vous présenter un peu l'organigramme de l'ADREAL qui montre assez bien la diversité des missions avec un service eau, biodiversité, risques naturels et Loire qui est en charge de vos problématiques, un service risques chroniques et technologiques, un service mobilité durable, un service en charge de tout ce qui est connaissances, aménagement, transition énergétique et logement, et enfin un service hydrométrie, prévision des étiages et des crues et des inondations, et des unités départementales qui sont principalement en charge des installations classées. Diapo suivante. Donc, pour vous présenter un peu les missions générales de l'ADREAL en termes de biodiversité, on est sur des missions qui sont assez variées et qui effectivement sont connectées avec l'ensemble des acteurs et avec l'ensemble des autres échelons administratifs. Donc, peut-être pour commencer, on est en charge de tout ce qui est déclinaison régionale des politiques de l'État en matière de biodiversité. C'est notamment le cas de la déclinaison de la SNB ou de la stratégie à protéger qui nous occupe en ce moment. On a aussi un rôle dans l'animation des services départementaux, donc des DDT, et un appui sur leur mission en termes de biodiversité. On a des missions en termes d'expertise et de connaissances, donc notamment tout ce qui est service, tout ce qui est SINP. Et ces missions d'expertise et de connaissances nous appuient sur une autre de nos missions qui est la prise en compte de la biodiversité dans les projets d'aménagement, où nous pouvons intervenir soit en amont avec des porteurs de projets, soit contribuer à l'avis de l'autorité environnementale. Et donc, nous avons également une mission d'appui aux acteurs et d'animation de réseau, notamment tout ce qui concerne les PNA. Et enfin, donc, on a quelques missions réglementaires qui relèvent de l'ADREAL. Donc, c'est le cas de la CITES, donc le mise en œuvre de la Convention de Washington, de certaines missions sur les réserves nationales, de tout ce qui est désignation des sites Natura 2000. Donc, voilà un peu un panorama assez large. Donc, je vais passer la parole à Sébastien sur ça de manière un peu plus précise. Diapo suivante, s'il vous plaît. Oui, premier point d'éclaircissement, cette stratégie air protégée. Deux grands travaux sont actuellement en cours avec une finalisation normalement en début d'année prochaine. Un plan d'action territorialisé à l'échelle de la région qui recoupe tous les engagements des acteurs du territoire avec le gros du travail pour l'ADREAL et les 6 DDT de la région. C'est une liste de nouveaux sites éligibles à une protection forte, dont les futures protections au cas par cas, où on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Donc, c'est le gros de notre travail, c'est travailler actuellement à la désignation de nouveaux périmètres, mise en place de réunions locales pour prévenir les élus locaux et certains des acteurs, pour la définition de nouveaux espaces protégés, donc type arrêté de protection de biotope ou d'habitat naturel, création de nouvelles réserves naturelles nationales ou extension éventuellement, puisqu'on est en train, par exemple, d'étendre la réserve de Chérine, qui devrait être étendue de quelques 25 hectares de mémoire avant la fin de l'année. Autre travail, nous donnons la gestion des sites Natura 2000 au Conseil régional au 1er janvier 2023, mais nous gardons la création, qui est plus anecdotique sur Terre,
Elle est encore assez forte en mer, mais création et extension des sites Natura 2000. On a actuellement 2 sites qui sont en cours d'extension, ou devraient l'être, dans la Puisaye, dans le Loiret, et puis un petit site à chiroptère dans l'Indre qui s'appelle Valencelli. Diapo suivante. Tout ce qui concerne l'expertise, avec des avis qui sont donnés dans le cadre de procédures réglementaires, notamment avec les contributions de l'ADREAL aux avis de l'autorité environnementale, ou sur les dérogations pour les espèces protégées. On vient en appui aux 6 directions départementales des territoires sur les dossiers à plus forts enjeux, et on donne aussi des avis sur les préemptions environnementales, un avis qui est demandé par les SAFER. On a quand même de plus en plus, ça ne fait pas des dizaines d'années que je suis Andréal, mais depuis que je suis Andréal, on a de plus en plus de demandes des SAFER sur des propositions de préemption environnement où on donne notre avis. Est-ce que c'est valable? Est-ce que ce n'est pas valable? Dans la plupart des cas, on est très limite, voire pas valable, mais on a quand même des jolis cas où il est important qu'on puisse intervenir. Diapo suivante. Toujours concernant l'expertise, intervenir, c'est plutôt la 2e unité de mon département, donc celle de Francis Olivreau pour les gens qui connaissent. Tout ce qui est formation à titre d'expert, des avis sur les NIEF, donc zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. La gestion de la connaissance concernant les données naturalistes, avec un collègue qui vérifie toutes les données qui remontent de partout, avec une mise en cohérence des données naturalistes et leur intégration dans le système d'information nature et paysage, qui est le gros système d'information qui permet de gérer les données faune, flore, habitat et qui nous servent d'ailleurs beaucoup, par exemple, quand on doit travailler sur la création de nouvelles aires protégées. Évidemment, on ne part pas de rien, on repart du SINP et on essaie de croiser toutes nos données pour vérifier où est la richesse et où il manque des espaces protégés. Et enfin, autre domaine d'expertise, les espèces exotiques envahissantes. Diapo suivante. Intervention en termes d'animation de réseau dans le déploiement des plans nationaux d'action, je reviendrai dessus sur le slide d'après, en faveur d'espèces protégées. On intervient soit en coordination nationale, soit en coordination régionale. On intervient aussi et on pilote ce qu'on appelle l'intermisène, du jargon très réalien, donc qui sont des groupes de travail interservices sur l'eau et la biodiversité au niveau régional, donc qui regroupent l'OFB, qui regroupe l'ARS, qui regroupe évidemment les DDT et puis l'ADREAL. Et enfin, autre type de travail en réseau, ce qu'on appelle les clubs biodiversité, c'est réunir les collègues de DDT qui travaillent sur biodiversité pour piloter, coordonner, redonner les infos du niveau national qu'on a plus en DREAL et harmoniser les pratiques, par exemple sur des qui fait quoi, essayer d'harmoniser ce qu'on fait pour la gestion des réserves, ce qu'on faisait dans le cadre de Natura 2000 ou ce genre de choses. Diapo suivante. Quelques exemples de notre travail sur les plans nationaux d'action. La DREAL Centre-Val de Loire participe à 16 plans nationaux. Elle en coordonne 2 qui concernent le balbuzard pêcheur et le pigargue à queue blanche d'une part, avec l'appui de la LPO région, et la grande mulette, sur laquelle on travaille avec l'Université de Tours, puisque la grande mulette est plutôt présente dans les cours d'eau, c'est une moule d'eau douce, plutôt présente dans les cours d'eau du 37. Et d'autres exemples de PNA où nous sommes, entre guillemets, qu'intervenants régionaux, un PNA sur les chiroptères, où on travaille avec Indre Nature, un PNA sur la cistude d'Europe, sur laquelle on travaille avec une association de l'Indre qui s'appelle Épiméthée. Le pélobat de brun, un petit batracien, un petit crapaud pour lequel on a parmi les plus beaux sites de France, voire d'Europe, en région centre dans le Loiret, sur lequel on travaille avec l'association Beauval Nature, association qui est liée aux zoos de Beauval. L'outarde canepetière, où on travaille avec le Conservatoire d'espaces naturels. Diapo suivante. En appui, on intervient en appui à l'instruction des dérogations pour les espèces protégées en appui de nos collègues des CIDDT. Et nous intervenons, un exemple d'intervention pour le compte des préfets de département, c'est pour la CITES. Alors, juste quelques mots sur la CITES, puisque je maîtrise mieux ce sujet, vu que c'est mon unité qui la pilote. On a cette année à peu près 20 000 permis CITES qui seront signés par la DREAL, avec, les gens ne le savent pas forcément, mais des LVMH qui est très très présent en région centre, avec des entreprises comme Dior, basées dans le 41, comme Berluti ou comme Vuitton, basées dans le 45, et qui sont des centres pour l'export monde,
pour la maroquinerie de luxe. On travaille évidemment aussi pour le vivant, avec le zoo de Beauval, avec le refuge de la Haute-Touche, par exemple, géré par le Muséum dans l'Indre. On travaille pour des produits de beauté aussi, où on retrouve des orchidées. Là, c'est avec la société Guerlain, qui est basée dans le 28. Voilà, donc grosse région CITES avec environ 20 000 permis. On doit être la 2e ou 3e région de France, certainement la 2e. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que la CITES? C'est la convention de Washington. En fait, c'est une convention qui est gérée au niveau de l'ONU. On a eu une COP, comme il y a des COP pour le climat ou pour la biodiversité, il y a eu une COP il n'y a pas très longtemps, où la France a défendu, par exemple, l'interdiction de vente de tout ce qui concerne pas mal d'espèces de requins. C'est-à-dire que les espèces de requins vont passer dans les annexes de la CITES et leur commerce régulier, évidemment, il y aura toujours du commerce irrégulier, on va dire, sera interdit. On a des milliers d'espèces, animales et végétales, que les espèces soient vivantes, j'allais dire mortes ou en morceaux. L'expérimentation animale, par exemple, du plasma de macaque ou ce genre de choses peut être CITES aussi. Voilà, donc on gère tout ce qui est permis d'export avec une réglementation mondiale qui est plus dure, qui a été durcie au niveau européen avec des annexes plus fortes. Voilà, par exemple, typiquement, l'ivoire, si on ne peut pas prouver par des experts qu'il est antique, on va dire, ne peut plus voyager en Europe, typiquement. Très bien, merci. Donc, mission d'appui aux acteurs avec tout ce qui est répartition des aides financières de l'État en faveur de la biodiversité. Les gens qui travaillent en association connaissent peut-être ce mot, le BOP 113, qui est notre jargon. En fait, c'est la ligne budgétaire qui nous est déléguée par le ministère sur tout ce qui concerne l'eau et la biodiversité. Donc, c'est par exemple nous qui finançons les réserves naturelles nationales, les parcs naturels régionaux, qui finançons Natura 2000 jusqu'au 31/12, avec une partie de ce BOP 113 qui sera déléguée aux conseils régionaux. Et on continue, bien évidemment, malgré le départ de Natura 2000, à financer pas mal de dossiers. Également aussi en charge du plan de relance sur les précédentes années, où on a financé là aussi pas mal de dossiers avec le monde associatif. On donne aussi nos avis sur les différents appels à projets des agences de l'eau, l'Office français de la biodiversité, et on apporte un appui à l'Observatoire régional de la biodiversité et à l'Agence régionale de biodiversité. Petit focus sur quelque chose d'important pour l'Adrial. Nous assurons le secrétariat du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, CSRPN pour les connaisseurs, donc qui est constitué de 25 membres en région centre, de spécialistes régionaux pour tel ou tel pan de la biodiversité, des spécialistes des sols, des papillons, des oiseaux, enfin de tous les domaines de la biodiversité pour lesquels on a pu avoir un spécialiste. Donc 25 membres, comme je viens de le dire, qui sont désignés par arrêté préfectoral régional, après avis du Conseil régional et du Muséum national d'histoire naturelle pour une durée de 5 ans. Les nouveaux membres doivent se réunir demain, de mémoire. Oui, c'est demain. Le Conseil scientifique vient d'être... la liste des membres vient de changer et se réunit de nouveau demain après 2 années de Covid un peu compliquées. Diapo suivante. Donc, ce conseil scientifique est placé sous l'égide de la préfète de région et du président du conseil régional. Et ils peuvent être saisis pour avis sur toutes les questions qui concernent l'inventaire et la conservation du patrimoine naturel en région Centre-Val de Loire. On a le pendant national avec le Conseil national de la protection de la nature. Et il se réunit grosso modo 5 fois par an et avec un secrétariat qui est assuré par nous, par l'ADRIA. Les principaux sujets sur lesquels les collègues du CSRPN planchent, c'est se prononcer sur la valeur scientifique des nouvelles SNIEF en patrimoine naturel ou géologique, la création ou l'extension d'aires protégées et de leur gestion, notamment les nouveaux sites Natura 2000 ou les extensions, ou les nouveaux plans de gestion de réserves naturelles. Par exemple, demain, il y a l'intervention de Loire Nature Environnement sur le nouveau plan de gestion pour la réserve de Saint-Mémin, donc qui passe en CSRPN demain. Il se prononce notamment aussi sur les demandes de dérogation à la protection des espèces, notamment dans le cadre d'inventaire scientifique ou d'aménagement, et pour toute autre question qui porte sur la connaissance et la protection de la biodiversité, comme les listes rouges régionales, les espèces menacées, le réseau Natura 2000 ou les plans régionaux d'action. Voilà, donc ils interviennent sur beaucoup de sujets.
Et puis, ils peuvent aussi faire des motions sur des sujets qui leur semblent importants. Voilà, s'ils estiment que dans tel ou tel endroit, il y a des soucis majeurs de biodiversité, ils peuvent faire une motion qui est portée jusqu'au niveau du ministre. Voilà, diapo suivante. Je crois qu'on a terminé pour notre côté. Oui, vous avez terminé cette présentation. Donc, je vais arrêter le partage. Et puis, merci pour tous ces éléments. Et on va ouvrir un temps de questions. Si vous avez des questions à poser, les messieurs de l'Adréal, n'hésitez pas. On est là pour ça. Alors, donc, j'ai pas vu dans la discussion des questions, justement. Alors, sinon, vous levez la main. Après moi, j'ai peut-être une question pour bien préciser, par exemple, la mission du CSRPN, leur périmètre d'intervention et d'avis. Alors, merci de confirmer, hein, j'ai peut-être moi mal compris aussi de mon côté, c'est bien sur ce qui est déjà protégé de manière, enfin, ce qui est existant protégé. Donc, tout ce qui a déjà un statut de protection. Pas forcément. Par exemple, pour les SNIEF, on est vraiment sur de l'inventaire. Non, non, pas forcément. Et puis, des motions peuvent porter sur tel ou tel territoire lorsqu'ils estiment que ce qui est mis en œuvre par l'État n'est pas suffisant. Ils peuvent porter une motion jusqu'au ministre. Donc, non, pas forcément. Et cette possibilité de motion, est-ce qu'elle peut porter aussi à leur initiative sur des initiatives de projets privés à fort impact, par exemple biodiversité ou bien espace naturel? Est-ce qu'ils sont légitimes pour porter aussi ce type de motion ou est-ce que c'est uniquement au regard de politiques de l'État qu'ils sont légitimes de porter des motions? Ils peuvent, dans le cadre, par exemple, des dérogations pour les espèces protégées. Oui. Quand vous avez un énorme projet il y a des listes de dérogations qui passent en CSRPN et certaines espèces sont directement visées au niveau national pour le CNPN. Je n'ai plus en tête les espèces, mais bon, les espèces les majeures, on va dire, les plus menacées, ce n'est même pas le CSRPN qui donne un avis, c'est directement au niveau du CNPN. Mais oui, sur les dérogations d'espèces protégées, forcément, tous les projets impactants et qui concernent des espèces protégées passent en CSRPN. Y compris projet privé. Oui, oui, de mémoire. Oui, c'est ça, c'était l'objet de ma question. Donc, de mémoire, en tout cas. Ce n'est pas mon sujet. C'est clairement le sujet de mon collègue, autre chef d'unité, mais de mémoire, oui. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Je vois Inès Dupont. Ouais. Donc Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question. Je vais peut-être partir un peu plus loin que le sujet, mais quand justement vous mettez en place des stratégies, par exemple l'extension de Natura, est-ce que vous quantifiez, vous faites une analyse de l'emploi que ça va éventuellement générer ou des compétences qu'il faut solliciter ou que ça va générer, etc. Est-ce que vous faites un petit état des lieux, en fait, un petit retour sur tout ce qui va être emploi, formation Là-dessus, je peux mieux répondre vu que c'est plus mon domaine. Oui, nous le faisions jusqu'au 31-12. Là, comme je le disais, nous avions la gestion complète de Natura 2000. À partir du 1er janvier, ça sera mixte avec le conseil régional. C'est-à-dire que, pour simplifier les choses, l'État garde l'extension ou la création de nouveaux sites et le conseil régional aura tout ce qui est animation. Donc, financement des animateurs, des collectivités locales ou directement par marché. Donc oui, dès qu'on a une extension, évidemment, si elle est minime, il n'y a pas d'impact direct sur l'emploi au niveau de l'animation du site Natura 2000. Mais évidemment, entre un site à Chauve-souris qui fait moins de 2 hectares avec 2 entrées de cave et la Sologne qui fait plus de 350 000 hectares, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux en termes d'emploi. J'ai plus le chiffre exact en tête du nombre d'ETP d'animation, mais c'est assez important, en tout cas. Sur une région, la région centre, qui n'est pas la plus vaste, mais on doit avoir, je ne sais plus quel est le pourcentage, autour de 20% du territoire régional qui est en Natura 2000, ce qui n'est pas rien. On est une des principales régions. Si vous prenez les 22 régions historiques, si on peut dire, on était devant la Corse, par exemple, en termes, parce qu'on a des très gros sites, type, comme je viens de le dire, la Sologne, qui doit être le plus grand site terrestre de France.
3 départements, enfin ouais, qui est pas quelque chose de simple à gérer, pourtant où notre animateur bosse bien, enfin ça se passe plutôt bien. Mais on a d'autres gros sites comme les sites de Beauce et Cogny, Petite Beauce, ce qui fait que oui, on a quand même un emploi, pas mal d'emplois. Enfin, ça représente, c'est pas anodin en tout cas. Peut-être pour ajouter à ce que dit Sébastien, c'est qu'effectivement, quand on travaille sur des décisions de ce type, que ce soit création de réserve ou extension de site, donc il y a bien sûr une réflexion en amont sur l'impact que ça peut avoir et sur les conditions de réussite de la mise en œuvre de la protection. Et effectivement, ça nous impose de nous poser les questions de quels sont les moyens nécessaires pour tout faire, même si on n'a pas toujours les garanties qu'on les aura. Il y a une réflexion en amont sur comment faire pour que la protection soit réellement opérante et permette d'améliorer les choses en termes de protection de la biodiversité. Et pour compléter et terminer, pour les réserves naturelles nationales, on a des outils informatiques qui nous permettent d'estimer la dotation annuelle qui sera fournie au conservateur, enfin à l'organisme en charge de la gestion de la réserve. Donc, c'est quelque chose qui est fléché annuellement et qui nous est délégué par le ministère directement. On a clairement une ligne budgétaire réserve. Et quand on crée une réserve ou qu'on étend une réserve, on a des petits outils informatiques sous Excel, tout simple, qui nous permettent d'estimer quel sera le coût de la dotation annuelle en fonction de plein de critères. Voilà, donc on sait exactement le financement qu'on aura et qui est fléché annuellement. D'accord. OK. Très bien. Merci beaucoup du coup pour ces renseignements. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question? Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je regarde dans la discussion. Dans la discussion, je n'ai rien vu. J'ai aperçu une main qui s'est levée et qui a disparu aussitôt. Alors, moi, pareil, peut-être pour éclairer un petit peu, est-ce que vous pouvez nous rappeler pour certains, nous les expliquer quel est le protocole qui permet d'aboutir, par exemple, à la création d'une nouvelle zone qui serait en Natura 2000, puisqu'on comprend que la compétence liée à tout ce qui est création ou bien valider le fait qu'il y en ait une nouvelle reste de votre côté. Donc, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, cette articulation qui permet d'aboutir à un nouveau site, par exemple, dans notre région. On parle plutôt d'extension dans notre région, puisque un nouveau site, on verra, on ne sait jamais, mais c'est quelque chose qui peut être assez long ou qui part du terrain, soit les collectivités locales qui animent nous disent on s'est raté, ou soit le périmètre. Natura 2000, c'est déjà une longue histoire, donc les périmètres des premiers sites Natura 2000 étaient, je ne vais pas dire à la louche, mais étaient plutôt vagues, et ce qui fait qu'on a pu rater des parcelles, parce que le trait de l'épaisseur du trait au 25 000 fait que vous êtes au niveau du cadastre, ça ne matche pas, ou qu'on a trouvé telle ou telle espèce à 200 mètres du site Natura 2000, et donc il faut étendre. Donc il y a tout un premier travail de terrain qui est repris au niveau de l'État. Je vois la question de Mme Ray, là, qui est repris au niveau de l'État. Ça remonte au niveau de la DEB, ça remonte encore au niveau, toute la moulinette administrative remonte jusqu'à la Commission européenne, qui statue, qui redescend, et après il y a les arrêtés et tout ce qui va bien pour pouvoir étendre le site. Mais il y a vraiment la phase amont de travail de terrain, on va dire. Regarder comment ça se passe, travailler avec les collectivités locales, les maires, être sûr que tout le monde soit OK, qu'il n'y ait pas de soucis, parce qu'il vaut mieux gérer les soucis en amont que les avoir en aval. Et puis après, il y a toute la moulinette administrative qui part d'Orléans, va à Paris, va à Bruxelles, redescend à Paris, et redescend à Orléans et redescend sur le site. Donc, c'est quelque chose qui peut être long. Et donc, je réponds en même temps à Mme Ray qui demande pourquoi l'État a transféré donc, dans le cadre d'une loi de décentralisation l'animation de Natura 2000, mais garde tout ce qui est strictement régalien du domaine de l'État, on va dire, donc tout ce qui est création, extension de sites et tout ce qui est évaluation des incidences Natura 2000, c'est-à-dire c'est ce que faisaient les DDT jusqu'à présent, regarder si tel ou tel projet a un impact sur une espèce prioritaire ou sur un habitat prioritaire au sein des sites Natura 2000. Donc ça, après 2023, ça reste dans les mains de l'État. Très bien, merci. J'aurai encore du temps pour une question, si quelqu'un souhaite encore avoir des informations.
Alors, si je ne vois pas d'autres. appartiennent les données naturalistes récupérées lors des inventaires, par exemple, Convention européenne RGPD. Toute convention financière, quasiment, enfin oui, je peux même dire toutes, hein, toutes les conventions financières qu'on a avec le monde associatif ou enfin tous les partenaires PNR et ainsi de suite, indiquent dans leurs annexes qu'il y a une nécessité de remonter l'information dans le cadre du système d'information nature et paysage. Donc toutes ces données remontent. Pour le RGPD, je ne suis pas persuadé que les gens, après, quand ils ont accès à ces données, on a des données caviardées et anonymisées, je ne suis pas persuadé qu'ils aient accès à l'inventeur. Nous, oui, bien évidemment, puisque c'est des données qui sont importantes pour nous. Et tout ce qui est lié aussi aux espèces menacées ou dont la présence humaine serait menaçante, soit pour l'espèce, soit pour les propriétaires. Parce que quand on a des données de l'OFB qui peuvent rentrer sur des parcelles ou des données d'associations avec lesquelles on travaille, mais qui avaient un arrêté du préfet qui leur permettait de rentrer dans une parcelle, si on coche exactement où est tel ou tel papillon, ça peut ne pas être bon. On a la même chose, par exemple, pour le guêpier, où on a eu quand même des sites bien abîmés. Donc, je sais qu'il y a quand même une attention qui est portée sur le niveau de restitution au grand public pour éviter toute catastrophe. Oui, si je peux apporter un complément, effectivement, on fait partie d'une des têtes de réseau du SINP, donc du système d'information pour l'inventaire du patrimoine naturel. Et effectivement, c'est votre collègue Mathieu Bilmès qui est à la manœuvre du SINP régional. Et donc, effectivement, il y a possibilité, quand on fait remonter les données, donc toutes les données financées par des fonds publics sont considérées comme publiques et doivent être remontées en l'état, qu'elles soient menacées ou non, enfin que les données soient sensibles ou non. Et ensuite, il y a effectivement une possibilité de flouter la donnée pour éviter des dégradations potentielles. Mais il n'y a pas que les données publiques qui peuvent rentrer dans le SINP, il y a également tout un chacun qui peut faire remonter ces données. Et pour les données privées, par contre, on a la possibilité de faire remonter les données en proposant un floutage à une échelle plus large. Si on ne veut pas, par exemple, un propriétaire privé pourrait faire remonter des données sur sa parcelle, mais il pourrait flouter à une échelle plus large pour qu'on ne sache pas que ce soit clairement dans son périmètre. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour cette émission. Est-ce qu'on a encore un peu le temps? Une petite minute. Oui, je voulais juste, donc, avec nos interlocuteurs de Réal, il y a aussi donc, le projet d'un parc naturel régional en Boisseau-Sud. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes impliqué aussi dans le dossier et à quel niveau vous allez intervenir dans le processus d'intervention? Et puis, une question un petit peu plus, on va dire, je dirais pas légère, mais bon, voilà, vous nous avez parlé il y a une difficulté, il y a une tâche difficile qui est d'établir une liste éligible à protection forte parmi un certain nombre de sites qui sont déjà identifiés en région. Et j'imagine qu'il peut y avoir un petit peu de dilemme en se disant si on a tel budget, on peut faire tel ou tel site et peut-être pas un autre. Donc, il y a des critères de choix appliqués. Et voilà, quel est votre sentiment là-dessus? Ma question, c'est par exemple, il pourrait y avoir un site identifié peut-être petit, un endroit où, je ne sais pas comment exprimer, il n'y a déjà plus grand-chose, et peut-être que c'est lui quand même qui reste à privilégier et qui serait prioritaire par rapport à un site peut-être un peu plus important, mais qui peut rester dans un état de conservation de manière un peu plus longue, même si on ne le met pas sous protection tout de suite. Voilà. Sur la procédure parc naturel régional, alors ce n'est pas notre service qui le gère, c'est le service aménagement, mais on est bien impliqué dans les procédures. Donc, je ne suis pas au courant exactement sur le parc, sur le Boisseau Sud, de ce qu'il en est, mais il y a bien une procédure en cours. Et après, effectivement, il y a les services de l'ADREAL sont impliqués pour préparer le dossier, qui après remonte au niveau national, sachant que le classement d'un PNR se fait aussi par décret en Conseil d'État. Donc, le service instructeur au niveau régional est bien l'ADREAL sur ces sujets-là. Par rapport à la question, donc, quid d'un parc national zone humide? Donc, c'est une idée qui a été lancée dans le cadre du plan national d'action zone humide, où effectivement, il y avait une volonté de la secrétaire d'État à la biodiversité de faire expertiser la possibilité de créer un parc national zone humide au niveau
sur le territoire français. Donc là, il y a une mission du CGEDD, donc Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui a été lancée pour expertiser la possibilité de faire un de ces parcs sur 15 sites en France, sachant que sur les 15 sites français, la région est concernée par 3 sites, donc la Brenne, la Sologne et la vallée de l'Allier. Mais pour l'instant, les travaux sont en cours et il n'y a aucune décision qui est rendue. Et la mission a été élargie au-delà de simplement travailler sur l'opportunité d'un parc national, ce qui n'est pas forcément facile à faire accepter localement, mais sur plus largement quelles seraient les actions à mettre en œuvre pour améliorer la prise en compte des zones humides sur ces territoires. Donc, on est sur un travail qui est maintenant un peu élargi sur ces 15 sites et qui dépasse la question de oui ou non un parc national. Et je crois qu'il y avait une dernière question sur l'arbitrage. Sur la liste Voilà. éligible à protection forte. Voilà. Alors, pour l'instant, il y a un premier travail qui a été avec ce qui est mené. possible de faire. Il y a un premier travail qui est mené pour identifier les sites éligibles, donc les sites qui seront intéressants à doter d'une protection forte. Ce travail est en cours et il y aura une remontée au niveau national qui arbitrera. Après, il y aura un travail à faire pour mettre en place ces protections. Donc, effectivement, les priorités seront en fait, il y a plusieurs critères qui entreront en ligne de compte. Bien sûr, un enjeu sur la protection, donc l'intérêt en termes de biodiversité du site, les menaces qui pèsent sur ce site, des critères aussi plus locaux. Effectivement, les dynamiques locales peuvent jouer aussi en faveur d'une protection de site si on a localement des associations, des élus qui sont assez partisans de tout ça. Les critères financiers, pour l'instant, ce n'est pas ceux qu'on a fait primer. On fera de toute façon, nous, les demandes nécessaires auprès de notre administration centrale pour disposer des moyens nécessaires pour ces protections-là. Et je pense que l'arbitrage se fera plus à ce niveau-là, mais les priorités pour nous, visent quand même plutôt les enjeux milieu, biodiversité pour privilégier les choses. Et on est aussi sur une stratégie qui est de long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas des protections qui vont être lancées dans les 2 ou 3 ans. On peut s'étaler sur, j'ai plus le délai en tête, je crois que on a 10 ans. 10 ans pour le faire. Oui, et pour rebondir sur votre question, oui, ça va dépendre aussi des types de protection. Par exemple, une réserve naturelle nationale, il y a 2 passages devant le Conseil national de la protection de la nature. Donc, si on arrive avec des enjeux qui ne sont pas nationaux, on n'ira pas plus loin. Le dossier ne sera pas… Mais dans le cadre d'arrêtés de protection de biotopes, par exemple, on peut imaginer des territoires avec des enjeux moindres, puisque c'est juste un arrêté du préfet de département. Donc là, il y a possibilité. Mais ce n'est pas un outil de gestion. L'arrêté de protection de biotopes, c'est grosso modo un outil d'interdiction qui va interdire d'aller sur les îles Asterne du mois d'avril ou mois de septembre. Mais il n'y a pas de financement, il n'y a pas de gestion dédiée. Un site en arrêté de protection de biotope, s'il n'a aucune gestion, au bout de 20 ans, il n'a quasiment plus d'intérêt, puisque généralement, l'espèce a disparu puisqu'elle n'a pas été gérée. Mais pour une réserve naturelle nationale, il faut vraiment des enjeux de taille, on va dire. Merci beaucoup. Je vais me permettre de stopper les échanges, pas qu'on prenne trop de retard sur le déroulé. Et je vais maintenant repartager mon écran et laisser la parole à François-Benoît Marquier du Conseil régional. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je me présente, je suis donc François-Benoît Marquier et je travaille au Conseil régional comme conseiller auprès du vice-président Jean-François Brédé, donc vice-président au vivant et à la biodiversité, entre autres, ainsi qu'avec Jérémy Godet, vice-président à la transition écologique. Et ce soir, je remplace Olivier Ducard, qui a eu un empêchement. Et donc, vous m'excuserez, parce que je ne suis pas des services et je n'ai pas toute la compétence pointue technique sur tous les sujets. Donc, j'essaierai de répondre à vos questions à la fin, mais si je n'y arrive pas, on fera le passage, je transmettrai à Olivier Ducard et il répondra à vos questions ultérieurement. Je vous informe aussi que je suis covidé, donc si j'ai l'air un peu à côté, c'est normal. Voilà. Donc, quelles sont les principales missions en matière de biodiversité et de préservation du patrimoine naturel de la région ? D'abord, on a du coup
définit ce qui s'appelle le SRADET, que vous connaissez sous le nom de SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, qui traduit notamment l'ambition de biodiversité de la région, dans son objectif 18 par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce SRADET est en ce moment en processus de modification réglementaire pour intégrer notamment certaines obligations de limiter l'artificialisation des sols qui sont en fait inscrites dans la loi climat et résilience et notre schéma régional doit pouvoir s'y conformer. Ce que je peux dire sinon, c'est que la région possède une stratégie régionale de biodiversité, elle s'en est dotée, qui comporte 3 objectifs stratégiques et 32 plans d'action différents. La région aussi a validé en session plénière de juillet 2020 un plan d'action régional pour la biodiversité qui comprend 10 engagements différents. Hem, Par ailleurs, donc la région prépare la rédaction d'un plan nature qui est en cours, donc qui en ce moment s'appelle Nature Place aux Vivants. Ça pourra changer de nom, mais ça devrait être quelque chose comme ça, et qui va se matérialiser de façon assez concrète, et qui sera normalement validé au cours de la session autour de mai, je pense, et qui va matérialiser la façon dont la région veut déployer et amplifier la végétalisation, la restauration des écosystèmes d'ici à 2030, ainsi que la réduction des îlots de chaleur, entre autres. Mais il y aura d'autres pistes dessus et donc ça sera un travail, qui devrait voir le jour, voilà, d'ici, 5-6 mois. Hem, Ce qu'on peut dire aussi sur la région, c'est qu'elle est membre fondateur de l'ARB, Centre Val de Loire, avec évidemment, l'État, et à travers, l'OFB. La région a la compétence pour créer et valider les étapes de création et de renouvellement de PNR. Donc il y a 3 PNR en région et un qui est en projet, on va en reparler un peu plus tard. C'est aussi du coup l'autorité de classement des signes naturels en RNR, donc ce qu'on appelle les réserves naturelles régionales. À compter donc, je vais passer vite parce que, les collègues de l'Adréal en ont un peu parlé, mais à compter du 1er janvier 2023, on récupère, la charge de l'animation et de la gestion des sites Natura 2000. Hem, heu, voilà. Ensuite, le président de la région copilote avec le préfet aussi, donc le CRB et le CSRPN dont on a parlé tout à l'heure, donc ce conseil scientifique. Et la région aussi soutient financièrement des structures pour le déploiement du coup de la stratégie régionale biodiversité, par exemple le conservatoire, enfin le CEN ou FNE, entre autres. Donc on peut passer à la diapo suivante. Alors, le SRADET, donc réglementairement, les objectifs du SRADET doivent être pris en compte par la charte des PNR, donc des parcs naturels régionaux. Les plans de déplacement urbain, ce qu'on appelle le PCAET, et les schémas de cohérence territoriale à défaut de plan local d'urbanisme. Donc c'est un document réglementaire qui est quand même important sur le territoire et qui peut contraindre un petit peu, justement à respecter et à protéger, la biodiversité. Les décisions en matière d'aménagement du territoire doivent être rendues compatibles, du coup, avec les règles du SRADET. Des dérogations peuvent exister, mais elles seront pas de notre fait. Elles seront des dérogations qui seront, je dirais, descendantes, de la part de l'État qui aura un souhait différent à un moment donné. Le SRADET comporte, donc en annexe la cartographie régionale des trames vertes et bleues, donc anciennement appelé le schéma régional de cohérence écologique. Donc c'est tout ce qui, cartographie ce qu'on appelle les continuités écologiques, donc tout ce qui est réservoir de biodiversité et corridors écologiques. Dans le SRADET, de la règle 36 à la règle 40, donc c'est 5 règles, qui sont relatives à la biodiversité. Donc pour vous les citer rapidement, la première, c'est identifier et intégrer les continuités écologiques dans un document cartographique de la charte, donc ce dont j'étais en train de vous parler. Ensuite, définir dans la carte les dispositions nécessaires pour la préservation des continuités écologiques. Préserver la fonctionnalité des sous-trames écologiques prioritaires dans le cadre de la planification territoriale et des projets d'aménagement et des constructions.
identifier les mares, les zones humides, les haies bocagères dans les secteurs d'aménagement définis dans les documents d'urbanisme. Donc c'est un document quand même qui a je veux dire, qui pose des règles très précises euh, qui contraignent du coup les collectivités à aller dans ce sens. On peut passer à la diapo suivante. Alors, la stratégie régionale de biodiversité. Donc les objectifs stratégiques, il y en a 3. Donc c'est améliorer les connaissances sur les habitats naturels et les espèces. Donc ça se fait notamment au travers du soutien à l'Observatoire régional de biodiversité. Inscrire la biodiversité dans les formations professionnelles pour adultes, formation continue et du public scolaire, formation initiale. Donc là, il y a beaucoup heu, d'animation et de contenu pédagogique, qui est financé, autour des questions de biodiversité. Et le troisième, c'est préserver les réservoirs de biodiversité, créer des réserves naturelles régionales et déployer des plans de gestion. Voilà. Donc, on peut passer à la diapo suivante. L'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire, donc, a été créée donc le 1er janvier 2019 à l'initiative de l'État et de la région. L'objectif donc, c'est mettre la biodiversité au cœur de la société. Comme la diapo vous le dit, donc il y a 22 structures qui en sont membres, et la région Centre-Val de Loire, membre fondateur et cofinanceur avec l'OFB. Et Jean-François Brédé, donc, qui est donc vice-président de la région Centre-Val de Loire et aussi le président de l'ARB. L'objectif, c'est, comme je vous le disais, donc, de mettre la biodiversité au cœur de la société et notamment, il y a 3 volets sur lesquels ils interviennent. Donc, en aidant les acteurs dans les territoires, donc notamment les porteurs de projets autour de la biodiversité, sur des volets de sensibilisation, de communication et de formation sur la biodiversité. Vous avez peut-être déjà vu, des kakémonos ou des dépliants ou des livrets, fournis par l'ARB qui sont de grande qualité. Hem et connaître, observer et valoriser la biodiversité dans la région. Donc on peut passer à la diapo suivante. Les parcs naturels régionaux. Donc comme vous le voyez sur la carte, moi je ne la vois pas parce que je vois ma tête, voilà, c'est mieux. Donc les parcs naturels régionaux, nous avons le parc de Brennes, le parc du Perche, le Loire-Anjou-Touraine et le projet sur le Sud-Berry actuellement. Donc on peut les voir sur la carte en violet, c'est les 3 premiers et le rose en bas, c'est le projet sur le Sud-Berry. Donc la région est compétente d'un point de vue réglementaire pour mener la procédure de création et de renouvellement du label parc naturel régional. In fine, ça veut dire que la décision de la création d'un PNR relève d'un décret du Premier ministre, après avis du préfet de région ou de la préfète de région en l'occurrence, et du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que de la Fédération nationale des PNR. Donc, une procédure de création de PNR, ça prend en moyenne 8 à 10 ans, et une procédure de révision de charte, ça prend en moyenne 5 ans. Donc les 3 PNR actuels sont en cours de révision de charte pour la prochaine période à venir. Donc le PNR LAT, prochaine charte sur une période de 2024-2039. Brennes, ça va être 2025-2040 et Perche, ça sera 2025-2040. Et ainsi, je rajouterai aussi que la région finance les syndicats mixtes de gestion des PNR via une dotation statutaire et finance chaque année le déploiement de programmes d'opération. Donc le budget global de la région Centre-Val de Loire consacré au PNR sur la durée du contrat du plan État-région 2021-2027 est d'à peu près de 6,5 millions. On peut passer à la diapo d'après. Alors, les réserves naturelles régionales. Donc, vous pouvez les voir sur la carte. Il y en a 5 sur le territoire régional pour une superficie cumulée d'à peu près 400 hectares. Sur ces 400 hectares, 319, c'est la réserve en Brenne. L'objectif politique de doubler la superficie des RNR d'ici à 2030 avait été fixé, donc ça patine un peu, mais on essaie d'avancer. La région est autorité de classement donc pour créer une réserve naturelle sur un site naturel qui présente des habitats naturels et ou des espèces rares et menacées. Elle peut
aussi s'occuper des sites naturels représentatifs des ensembles paysagers du Centre-Val de Loire. Donc il y a un cadre d'intervention régional qui précise les critères à remplir pour pouvoir candidater à un classement. Il faut bien évidemment, essayer de travailler souvent quand on veut faire des RNR, à avoir l'accord des propriétaires fonciers et des ayants droit. On le considère comme un préalable, même si c'est pas obligatoire, mais bon, autant vous dire que si on n'a pas l'accord, ça complique les choses, quoi. Et qu'il existe une procédure, mais qu'elle est complexe. Voilà. Natura 2000, donc ça, c'est la nouveauté. Enfin, la nouveauté. Disons qu'il y a la loi du 21 février 2022, donc relative à la différenciation, à la décentralisation et à la déconcentration, et qui porte sur diverses mesures de simplification de l'action publique locale, celle qu'on appelle donc la loi 3DS pour faire simple. Elle transfère la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres, donc, et elle, de l'État vers les régions et notamment pour ce qui concerne la gestion et l'animation. Comme vous l'ont dit les collègues de l'Adréal, ils vont quand même conserver quelques compétences sur le sujet. Et concernant ce sujet-là, on attend encore l'apparition du décret qui jusqu'alors n'est pas paru. Donc voilà, je peux guère vous en dire plus. On peut passer à la diapo suivante. Alors, donc ça c'est oui, bah, c'est les zones Natura 2000 en région centre. Donc qui s'appuient sur 2 directives différentes. Sur votre gauche, c'est ceux qui s'appuient sur la directive Oiseaux, me semble-t-il, ouais, c'est ça. La directive Oiseaux, donc il y a 16 sites. Et sur la carte de droite, c'est les sites concernés par la directive Habitat, donc 41 sites, dont la grosse patate verte que vous reconnaissez, qui est bien la Sologne, heu et qui se trouve donc à cheval sur plusieurs départements. Pardon. Oui, excusez-moi. Donc la Sologne, c'est le plus grand site terrestre Natura 2000 en France, avec 375 808 hectares au titre de la directive Habitat. On peut passer à la diapo suivante. Alors, le comité régional de biodiversité, qui est composé donc de 5 collèges, de représentants des collectivités territoriales, de l'État, des représentants des socioprofessionnels, des usagers de la nature et des propriétaires fonciers, des représentants de la PNE et des représentants scientifiques. Donc le CRB, ça permet l'information, la consultation, la concertation sur les sujets d'importance régionale relatifs à la biodiversité. L'idée, c'est d'associer à l'élaboration et à la modification des stratégies nationales et aussi des stratégies régionales comme celle du SRADET, des stratégies et des orientations de l'ARB, des documents de planification préalables et des enquêtes publiques, enfin des préalables aux enquêtes publiques en lien avec les continuités écologiques. Le CRB est notamment compétent sur les questions relatives aux continuités écologiques dans la région. On peut avancer, c'est la dernière diapo. J'essaie d'aller vite. Bon, bah, le fameux conseil scientifique régional du patrimoine naturel dont on a parlé tout à l'heure, c'est les instances scientifiques placées sous l'autorité du préfet et du président de région pour donner des avis sur la connaissance, la conservation et la gestion du patrimoine naturel régional. Par exemple, dans la région, on soutient le CEN, donc le Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre-Val de Loire, via une convention pluriannuelle d'objectifs pour la préservation. Ah non, attendez, je me trompe de diapositive. Voilà, c'est ça. C'était la diapo d'après. Ah ben non, mais c'est celui-là, c'est les CRST, voilà. Donc les financements, donc la région comme financeur public d'opérations en faveur de préservation de biodiversité. Donc plusieurs dispositifs financiers mobilisables. Cette année, donc du coup, la décision a été prise lors de la dernière session. Le CRST, donc qui va permettre aujourd'hui qui a augmenté sa part du montant total des enveloppes financières des contrats régionaux dévolus à la question de la biodiversité. Donc ça, c'est une avancée notable et je n'arrive pas à voir la dernière ligne parce que
je suis en plein écran et que j'ai la barre en bas. Les politiques du patrimoine naturel. Oui, mais c'était ce que je voulais dire sur le SEN. Je me suis emmêlé les pinceaux dans mes notes. Donc le SEN possède un agrément délivré conjointement donc, par le préfet de région et le président de région, et on les soutient à hauteur de 1,6 million d'euros sur la période de 2021-2023. Et il s'occupe notamment de la préservation et la gestion de sites de biodiversité remarquables, dont certains sont Natura 2000, par exemple, et d'autres ont d'autres labels. Voilà ce que je peux dire, sachant que voilà, je peux essayer de répondre à vos questions sans garantie de succès. Très bien, merci beaucoup François. Ok, merci beaucoup. Et donc, il y a une intervention. Il y a Thierry Leterme qui a levé la main, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour, Thierry Leterme, Eure-et-Loir Nature. Donc, moi, je suis dunois, j'habite Châteaudun, et on est allé à une réunion sur la redynamisation donc, de l'ex-base aérienne de Châteaudun. Donc, il y aurait 140 hectares qui seraient réservés pour la biodiversité. Donc, la réunion partait bien. Tous les services de l'État, y compris monsieur le sous-préfet, étaient d'accord pour créer une réserve naturelle régionale. C'est ce qui semble être la meilleure solution. La région était d'accord, l'Adréal, etc. Bon, problème, c'est que le président du Grand Châteaudun a répondu que lui, il n'avait pas d'aide pour son aéroport parce qu'il voudrait créer un aéroport civil, réutiliser la piste, et qu'il n'a pas d'aide de la région non plus pour le TER. Donc, on est dans une situation un peu bloquée. Il devait donner sa réponse, le dossier, enfin, ça presse vraiment. Il devait donner la réponse au sous-préfet fin novembre, et puis on n'a pas de nouvelles. Je voudrais savoir si vous avez des informations à ce sujet. Alors, c'est un sujet qui a été évoqué, mais j'en suis à peu près là où vous êtes et j'ai pas eu d'informations supplémentaires. Ce qu'on pourrait lui dire au président du Grand Châteaudun, c'est que bah, du coup, les CRST peuvent financer la biodiversité s'ils veulent. Mais je vais prendre note de tout ça et je vais poser la question auprès des services pour voir s'il y a eu du nouveau. Et donc, vous êtes de quelle Eure-et-Loir structure? Nature. Eure-et-Loir Nature, d'accord. Eure-et-Loir Nature. Ben, je vais voir. Mais non, en effet, la dernière fois où j'en ai entendu parler de ce dossier-là, c'était bloqué, en effet. Oui, c'est Donc, bloqué. j'en sais pas plus, mais on va vous faire une réponse. Du coup, je vais voir avec les services, on va vous faire une réponse si on a plus d'informations. C'est assez dramatique vu les enjeux. Bon, il y a des enjeux très forts, hein, et voilà, on a un blocage, Non, malheureusement. non, mais pas de souci. Pas de souci, pas de souci, mais peut-être que oui, peut-être qu'on on peut avancer sur le fait que justement on a des nouveaux dispositifs de financement qui sont votés pour cette nouvelle année et qu'en fait les territoires peuvent s'en saisir pour justement financer autre chose. Et on a fait un choix, hein, et on a fait un choix politique là, le conseil régional, de financer justement davantage les questions de biodiversité, surtout qu'il y a des objectifs, comme je vous l'ai dit au début, qui sont dans le SRADET et qu'il faut que tous les territoires s'y mettent et qu'en plus et que nous, on arrive en soutien derrière avec évidemment des sommes importantes d'argent, mais qu'il doit y avoir aussi une volonté politique locale, sans quoi on va avoir du mal à avancer. Ouais. Merci. Merci. Alors, je vois qu'il y a un texte aussi de Valérie Hergy sur Natura 2000. Alors, les DOCOP seront-ils revus au regard du changement climatique, station forestière, tourbière, ou cela révélaterait plutôt du futur plan nature du vivant? Alors, bon, Ouais. je ne sais pas si tu as des éléments qui pourraient… Si, j'ai quelques éléments là-dessus. Bon, bah, déjà, Natura 2000, ce qu'il faut dire, c'est que on va être dans une année transitoire parce que tout arrive très vite. On n'a pas encore le décret. Les inventaires ont pris du temps, prennent du temps. Donc, du coup, il va y avoir une année transitoire un petit peu tampon qui va nous permettre justement de reposer les choses à plat et de voir ce qu'il en est. Du reste, le plan nature Place au vivant heu, se veut être un plan qui
justement à rebours un petit peu des schémas directifs un peu lointains, habituels qui existent, qui sont nécessaires, hein, mais comme on en a déjà, on s'est dit que là, on allait plutôt partir sur, des plans d'action concrets. Donc heu donc c'est possible, en effet que ça aille dans ce sens-là, mais en tout cas, il devrait y avoir, des consultations possibles et des allers-retours pour justement aller dans ce sens-là, dans la construction de ce plan de ce schéma, enfin de ce plan nature, place aux vivants au cours de l'année 2024, au début, quoi. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Si. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question avant qu'on passe à la présentation des actions du réseau FNI? Moi, je souhaitais peut-être dire un mot s'il n'y a pas d'autres personnes. C'est qu'effectivement, dans les politiques régionales, ah, il y a Eva qui veut. Ben, vas-y Eva, pose ta question. Oui, moi je voulais demander les financements concernant les projets touchant à la connaissance ou à la biodiversité. Est-ce que c'est exclusivement réservé au monde associatif ou les opérateurs privés peuvent aussi y prétendre à partir du moment où ils présentent un projet qui est favorable à la connaissance et à la biodiversité? Alors là, dans le cadre d'un autre schéma régional, le SR2I, 2I, donc qui est relatif beaucoup aux questions d'économie et d'innovation, justement, on a voté le cap transition, donc qui va être déployé en 2024 et qui a pour fonction justement d'accompagner, justement les acteurs privés, dans la transition. Donc il y aura, donc ça sera sur une autre ligne et ce sera un autre endroit, mais en tout cas, la volonté politique ne s'adresse pas donc qu'aux associations, ni qu'aux acteurs publics, et aux collectivités, mais va aussi s'adresser aux acteurs privés à travers, des ambitions fortes et du coup des sommes qui seront, à disposition, de ces acteurs bon, qui sont pas conditionnés évidemment aux mêmes choses puisque quand on est une entreprise ou quand on est une collectivité, voilà, c'est on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux, mais en tout cas, oui, ça fait clairement partie, ça fait clairement partie des réorientations des politiques qui, de plus en plus, dans nos schémas, s'orientent vers un objectif de transition, heu, écologique globale, donc tant d'un point de vue énergétique et climatique, et aussi parce que c'est évidemment lié d'un point de vue de la biodiversité, quoi. Merci. Je vous propose qu'on passe à la suite pour ne pas déborder sur le timing. Merci beaucoup, François. De rien. Merci beaucoup. Mais du coup, Samuel, je vais te laisser introduire. Attends, ton micro est coupé. Voilà. Je vais te laisser Ouais. introduire les actions du réseau, donc de notre réseau FNE Centre-Val de Loire en ce qui concerne les représentations au niveau régional. D'accord, ok, merci beaucoup Daphné. Donc, nous, effectivement, dans nos missions statutaires, on a vraiment un cœur de métier, si on peut l'appeler ainsi, qui est centré sur la protection et de porter la parole de la biodiversité pour influer dans des instances régionales ou départementales où nous siégeons, et j'allais dire concrètement pour que la biodiversité soit prise en compte de manière beaucoup plus normale, je dirais, et transverse, notamment dans le cadre de différents projets multisectoriels, c'est-à-dire dans d'autres activités économiques qui ne sont pas uniquement celles sur lesquelles on se concentre beaucoup concernant eh bien, de la mise en protection de sites ou de la gestion. Alors, on siège, donc on a cité déjà plusieurs de ces instances, hein, donc on siège, nous, en tant qu'FNE-CVL, au Comité régional de la biodiversité. On siège aussi, donc moi je siège par exemple avec Nicole Combrodet en tant que conseiller Césaire hein, au Conseil économique, social, environnemental régional, qui est la chambre de consultation, l'assemblée consultative du Conseil régional, sur lequel on est saisi sur différents sujets, enfin, sur la plupart des sujets qui vont après faire l'objet de politiques votées par les conseillers régionaux. Et on a aussi possibilité
de faire des autosaisines sur des sujets à enjeu qui nous paraissent importants pour remonter l'information, et aussi d'émotions. Donc, par exemple, tout récemment, dans le cadre d'un projet fort impactant que vous connaissez peut-être, qui était au niveau le projet on va dire, de golf Pommeraye avec maison touristique de luxe sur un site près de Chambord, plus de 400 hectares. Au vu des sujets dont s'était emparé le Césaire, notamment sur des objectifs voilà, que l'on défend nous aussi, zone humide, baisse de l'artificialisation, etc. Le Césaire a rédigé une motion qui a été envoyée au préfet avant la réunion du CODERST. On va parler des CODERST juste après. Et pour exemple, sur ce sujet-là, le CODERST s'est réuni cette semaine. Donc, il a voté contre le CODERST. Et on a l'information que le préfet refuse l'autorisation environnementale de ce projet. Donc, ce qui, de fait, va bloquer le projet. Voilà. Donc, c'est typiquement ce type d'influence pour bouger des lignes qu'on peut avoir dans ces différentes instances de représentation. Ensuite, on siège bien sûr aussi, on nous a fait l'honneur d'intégrer l'Agence régionale de la biodiversité en tant qu'administrateur. Ensuite, Office français pour la biodiversité, il est cité ici, mais on n'a pas de représentation particulière. C'était pour Ouais. on échangeait avec eux. Donc après, il y a peut-être une slide suivante, sinon après, je vais citer les autres. Oui, donc je vais citer aussi les autres représentations avant de parler aussi de ça. Donc, on siège aussi dans d'autres instances régionales d'importance, le comité de bassin au niveau des agences de l'eau, et aussi donc plus localement dans les départements, dans les SAGE. Un certain nombre d'associations ont des représentants dans les SAGE et les comités, les clés, les comités locaux de l'eau. D'un point de vue autre instance régionale portée par le conseil régional, on est membre de l'IGER aussi, qui a vocation de mesurer la qualité de l'air en région et qui est expert dans ce domaine. On siège au CRSA, donc c'est à chaque fois le C, j'ai du mal avec celui-là, c'est la conférence, la conférence régionale santé et autonomie, où on peut influer sur tout ce qui est problématique de santé-environnement. Et on est aussi sur le PRPGD, donc tout ce qui est plan de gestion et de réduction des déchets en région. Et au niveau départemental, donc un certain nombre de nos associations siègent à la fois dans les CDPNAF et les CODERS, donc les comités départementaux pour les risques sanitaires et technologiques, et aussi ceux pour la protection et la préservation des zones naturelles, agricoles et forestières. Donc, être porte-parole de la biodiversité et influer sur les différents publics, donc j'en ai parlé, c'est-à-dire les collectivités et les élus, pour faire porter des politiques en faveur de la biodiversité, le grand public, bien sûr, et notamment les acteurs économiques pour, idem, faire bouger les lignes ou influer pour qu'un projet soit le plus vertueux possible ou marquer notre opposition dans ces instances si on y est opposé au regard de nos objectifs statutaires. Voilà. Dire aussi qu'on est légitime en tant que tête de réseau et les associations pour être dans ces instances parce qu'on a des agréments, notamment des agréments de participation au débat public et aussi des agréments d'associations de protection de la nature et de l'environnement, ce qui nous rend légitimes pour porter cette parole dans ces représentations. Objectif statutaire, j'en ai parlé en fait, voilà. Et donc, on agit donc sur différents types d'actions dans ces instances, donc relais d'information, des pétitions potentiellement, des soutiens à des actions juridiques, des communications externes, des lettres ouvertes, etc.
On valide des avis préalables d'associations adhérentes. On voit si on porte aussi ces sujets au niveau régional. Voilà. Merci Samuel. Je vais prendre la suite en Ouais. vous présentant les actions qu'on porte à l'échelle régionale avec différents acteurs. Donc, tout d'abord, je voulais vous présenter l'un de nos projets phares, on va dire, les inventaires de la biodiversité communale, qui maintenant se confondent avec les atlas de biodiversité communale qui sont financés par l'Office français de la biodiversité depuis plusieurs années. On en est actuellement au 1er janvier 2022, on en était à 190 en région. Donc, je vous ai mis la carte ci-contre pour identifier les IBC et les ABC en région. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel communal, puisque pour nous, c'est l'échelle primordiale, c'est là où ça se joue, où le maire a une vraie possibilité d'action sur son territoire pour faire changer les choses. Donc, ça nous semblait être l'échelle la plus importante. Bien que maintenant, il y ait des échanges pour faire des IBC, des ABC intercommunaux. Et là, du coup, l'idée est de mutualiser certaines choses sur l'ensemble du secteur qui va être étudié, mais de conserver quand même des échanges avec chacune des communes pour pousser à l'action chacune de ces communes. Donc, on a des phases de sensibilisation et de mobilisation des différents publics. Après, justement, cet inventaire de la faune, de la flore et des habitats, on va valoriser la connaissance qu'on a pu accumuler et puis on va identifier et faire valoriser cette biodiversité communale auprès des habitants, auprès des élus, auprès des agents techniques, pour que chacun prenne conscience de la biodiversité qu'il y a autour d'eux et puisse la regarder d'un autre œil et y faire plus attention au quotidien. Et donc, l'idée, c'est aussi d'accompagner les collectivités dans l'identification des enjeux en matière de biodiversité dans l'aménagement de leur territoire. Et notamment, on accompagne les collectivités. L'idéal, c'est d'intervenir en amont de la révision des plans locaux d'urbanisme, par exemple, pour pouvoir avoir une bonne idée des enjeux biodiversité de son territoire et pouvoir les inscrire correctement dans son document d'urbanisme. Et il y a bien sûr plein d'actions de sensibilisation avec des animations scolaires, des animations de pose de nichoirs, des groupes d'habitants qui se mobilisent pour pouvoir, par exemple, suivre l'évolution de la biodiversité de la mare communale, ce genre de choses. Donc, il y a un bel élan qui se crée autour de ces projets d'inventaire de biodiversité communale. Un autre projet que je voulais vous présenter aujourd'hui, une fois qu'on a toute cette connaissance naturaliste, nos associations les centralisent dans leur base de données en ligne. Ce sont des outils qui sont maintenant déployés sur Internet, où là, je vous ai mis la cartographie régionale de tous les outils qui sont à disposition. Donc, on a 11 bases avec des partenaires locales, avec pour chacun des territoires des partenariats déjà plus ou moins poussés avec d'autres acteurs. Et donc, l'ensemble de ces bases de données, dont on a parlé tout à l'heure, on a parlé du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, le SINP, eh bien, les données publiques à minima, mais pas que, remontent dans le SINP, justement, dont l'ADREAL est l'animateur. Et de notre côté, on centralise également l'ensemble de ces jeux de données pour les intégrer à notre base régionale, qui est une base de visualisation qui s'appelle Nature au centre. Et donc, je vous ai mis le lien pour ceux qui ne la connaissent pas et qui voudraient s'y rendre. Mais voilà, vous avez un portail qui vous permet d'avoir des informations diverses et variées sur les espèces. On a 10 observatoires, donc des groupes taxonomiques qui sont traités à l'heure actuelle. Et donc, vous avez possibilité d'accéder à des statistiques par département ou au niveau de la région, aller faire une recherche sur votre commune directement pour savoir quelles sont les espèces qui ont déjà été observées. Vous pouvez voir les espèces qui peuvent être visibles sur le territoire régional au moment où vous vous connectez. Et puis, on a rajouté des informations. Vous avez des publications d'actualité et un lien avec un autre projet dont je vais vous parler qui s'appelle Objectif Mare.
Une autre de nos actions qui est en lien avec ce dont on a parlé tout à l'heure, donc l'Agence régionale biodiversité a un outil à part entière qui est développé qui s'appelle l'Observatoire régional de la biodiversité. Donc, elle anime cet observatoire et cet observatoire est composé de 3 pôles. Le pôle faune, dont FNE Centre-Val de Loire est l'animateur, le pôle flore et habitat qui est animé par le Conservatoire botanique national du bassin parisien, et puis le pôle gestion des milieux qui, lui, est animé par le Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre-Val de Loire. Et donc, avec toutes ces données qui remontent notamment au SINP, ça nous permet d'améliorer la connaissance de la biodiversité de notre territoire, de pouvoir alimenter les indicateurs de cet observatoire. Et pour ma part, en tant qu'animatrice du pôle faune, nous sommes actuellement en train d'actualiser les listes rouges régionales de différents groupes d'espèces. Donc, il y a les libellules, la liste rouge des libellules qui est sortie au mois de septembre cette année. Demain, en conseil régional scientifique pour le patrimoine naturel, donc le CSRPN dont on a parlé tout à l'heure, il y a question de valider la liste rouge régionale des papillons de jour. Et puis, pour 2023, on s'attaquera à l'actualisation des listes oiseaux-nicheurs et amphibiens et reptiles. On a aussi pour objectif, dans le cadre de cet observatoire, de vulgariser l'information. Donc, on crée des fiches espèces emblématiques qu'on appelle. Donc, je vous ai mis les liens en surbrillance, peuvent vous permettre d'aller directement sur le portail régional de la biodiversité, qui est l'outil de l'ARB, de l'Agence régionale biodiversité, pour centraliser toutes les informations de biodiversité au niveau de la région. Et puis, dans le cadre de cette animation pôle faune, on travaille aussi au suivi temporel des oiseaux communs, qui est un protocole de sciences participatives qui permet qui date depuis plus de 30 ans maintenant et qui permet de créer des indicateurs pour identifier quelle est la tendance d'évolution des populations d'oiseaux communs sur le territoire. Et donc, on a redéveloppé ce projet-là au niveau régional et on a maintenant, dans chacun des 6 départements, 6 animateurs départementaux et une dynamique d'observateurs qui décolle bien. Depuis 2020, on a relancé ça et ça se passe plutôt bien. On a de plus en plus de carrés qui sont suivis chaque année. Et puis, en 2023, on aura pour appuyer sur l'importance des zones humides, on organisera une journée spécifique dédiée sur les zones humides en mois de mai l'année prochaine. Voilà. Et pour poursuivre avec les zones humides, elles sont hyper importantes et dans notre réseau, on y travaille depuis de nombreuses années. Chaque association y travaille un peu dans son coin et on a déployé un projet régional qui s'appelle le programme Objectif MAR. Donc MAR pour mobilisation pour les amphibiens et la restauration de leurs écosystèmes, avec 4 objectifs principaux qui est la connaissance, à la fois la localisation des mares et leur état. Donc pour ça, on a mis en place un site internet. D'ailleurs, je ne vous ai pas mis le lien, mais je pourrais le remettre sur la présentation. Un site internet Objectif MAR qui permet pour tous de pouvoir localiser les mares dont il a connaissance, que ce soit sa mare ou la mare communale, par exemple, et puis de pouvoir la renseigner. Ensuite, on a un objectif de conseiller, c'est-à-dire qu'on a sollicité donc, des propriétaires de mares, qu'ils soient publics ou privés, de nous faire remonter des envies d'accompagnement pour pouvoir restaurer des mares. Et donc, ça nous amène à l'objectif Agir. Et là, on a travaillé sur une quarantaine de mares cette année pour pouvoir les inventorier, pour faire un état de la biodiversité et puis mettre en place des chantiers participatifs de restauration. Donc là, c'est l'objectif mobilisé. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir solliciter les habitants. On a même des entreprises qui ont souhaité mettre en place des actions de team building, par exemple, et donc qui se sont rapprochés de nos associations pour aller sur le terrain et puis agir concrètement pour restaurer les mares. Et vous avez d'ailleurs une vidéo qui présente ce projet et je ne manquerai pas de rajouter le lien. Donc voilà pour Objectif Mare. Et puis ensuite, une autre action concrète, c'est la plantation de haies.
Et donc là, on s'est intégré à un collectif de différents acteurs dont vous voyez les logos en haut à droite de la diapo. Ça rentre dans le cadre également du plan de relance, comme pour Objectif MAR. Enfin, ces actions concrètes ont pu être mises en place grâce à un coup de pouce du plan France Relance. Et donc, on a pu, pour Objectif MAR, c'était l'Adréal, mais là, c'est plutôt la DRAF qui nous a financé pour ce projet. Et donc, l'idée, c'était d'accompagner des agriculteurs pour identifier un nombre de linéaires de haies à planter. Et donc, on a travaillé avec eux, fait une enquête de terrain, échangé pour valider le projet et déposer des projets auprès des directions départementales des territoires pour ensuite pouvoir faire de la plantation de haies. Et enfin, un dernier projet dont je voulais vous parler qui est tout nouveau, dans le cadre de la COP régionale, donc on a tous entendu parler de la COP 21 par exemple à Paris. Donc l'idée, c'est que le Conseil régional a mis en place une COP sur son territoire pour le passage à l'acte et faire en sorte que les acteurs s'investissent sur différentes thématiques, pour pouvoir impulser un mouvement et permettre l'amélioration de la transition du territoire régional face au changement climatique et aux défis de perte de biodiversité. Et donc, justement, nous, dans le cadre de cette COP, on a proposé une coalition de transition énergétique et préservation de la biodiversité, parce que le volet biodiversité manquait cruellement parmi toutes les propositions des acteurs. Et donc, on a travaillé à différents engagements, et notamment un engagement sur le bâti et la biodiversité. Et grâce à un financement de l'OFB du Conseil régional, on a pu lancer en cette fin d'année le projet Un toit pour la biodiversité, qui permet de travailler en partenariat avec l'Union sociale pour l'habitat Centre-Val de Loire, qui est une association qui regroupe une trentaine de bailleurs sociaux en région. Et donc, l'objectif de ce projet, ce sera de sensibiliser à la fois les bailleurs sociaux pour qu'il y ait des partenariats qui se montent avec nos associations pour prendre la biodiversité en compte le plus en amont possible des travaux à effectuer sur le bâti, et la sensibilisation des habitants pour permettre une meilleure cohabitation avec les espèces qu'on a ciblées pour pouvoir à préserver dans les travaux, et également uniformiser les compétences des écologues en région pour justement permettre de répondre aux besoins, de faire des prédiagnostics de biodiversité sur les bâtis à rénover pour bien prendre en compte les espèces. Voilà pour ma part pour la présentation de quelques-uns de nos projets de préservation de la biodiversité. Donc, je vais arrêter mon partage si jamais quelques personnes ont des questions. Merci beaucoup, Daphné. Donc, bon, c'était dit jusqu'à 18h30, on peut prendre quelques minutes pour échanger. Juste un petit rappel, si vous pouvez prendre le temps d'écrire dans le chat la structure dont vous venez. C'est une information qui peut être précieuse pour nous, pour les contacts, et puis la mise, voilà, rester en relation. Et puis, je donne la parole s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir ou réagir à ce qui a été présenté pour notre réseau, plus spécifiquement, France Nature Environnement, Centre-Val de Loire. Alors, est-ce qu'il y a des... Peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a un réseau de 16 associations qui nous sont fédérées. Et je rajouterai dans le diapo peut-être une petite cartographie des différentes associations pour que vous puissiez avoir les contacts éventuellement aussi de nos partenaires locaux. Alors, bon, s'il n'y a pas trop d'intervention, moi, un peu dans mon rôle, ce que je peux dire, une des, on va dire, des grandes volontés au sein de notre réseau, il y a bien sûr le volet connaissances sur lequel on a notre expertise et on est fiers de ça, d'avoir beaucoup de bénévoles même qui contribuent via les bases de données pour la connaissance de la biodiversité en région. Et on a aussi l'articulation de vouloir mener à bien concrètement des projets de restauration en faveur de la biodiversité et de les rendre visibles en emmenant un maximum d'acteurs, collectivités
et puis acteurs privés aussi, comme je l'ai cité dans notre intervention. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire bouger les lignes pour que concrètement, près de chez nous, il y a des projets qui sont faits différemment et sur lesquels la biodiversité est plus prise en compte. Alors, je vois, merci de nous communiquer comme transition énergétique et protection de la biodiversité. Oui, je vous remettrai les éléments. Je vous remettrai le lien pour accéder au contenu. Et on a notamment fait des livres ECOP, on a appelé ça, donc les positionnements associatifs sur tout ce qui est méthanisation, éolien, photovoltaïque et bois-énergie. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore. Ouais, Je donc vais pas de regret. partager une dernière fois mon écran pour vous dire que le premier webinaire qui a eu lieu il y a 2 semaines est accessible dès maintenant à ce lien en replay sur notre chaîne YouTube. Celui de ce soir le sera probablement avant les vacances de fin d'année. Et donc, vous pourrez voir et revoir les interventions si vous le souhaitez. Et puis, pour l'année prochaine, pour l'année prochaine, voilà, on voudrait poursuivre ce cycle de webinaires et donc on voudrait faire des focus cette fois-ci à une échelle infra, c'est-à-dire préciser comment fonctionne par exemple le Conseil régional biodiversité ou les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les CDPNAF. Voilà, l'idée étant de bien expliquer comment ça fonctionne, faire intervenir des personnes qui participent à ces commissions pour qu'on puisse en apprendre plus sur le fonctionnement et sur comment agir dans ces commissions-là. Et donc, si vous avez d'autres idées, d'autres souhaits, ça pourrait être intéressant pour nous d'en prendre connaissance pour pouvoir alimenter ce cycle de webinaires pour les années à venir. Voilà. Oui, pour compléter, donc on va construire avec les personnes de notre réseau biodiversité, hein, dont certains font partie. Voilà, on discutera ensemble de ce qu'on veut apporter en connaissance et ce qu'on souhaite avoir dans ces prochains webinaires. Il y avait d'autres idées hein, que j'ai pris à l'esprit, mais qu'on avait bien notées hein, en termes d'intervention et de sujets qui nous intéressaient particulièrement pour avoir de l'information. Alors, il y a juste une dernière question. Comment allez-vous communiquer avec les habitants des logements sociaux? Donc, dans ce projet Un toit pour la biodiversité, on a prévu un kit de communication avec un flyer à distribuer aux habitants et puis un poster qui va permettre de repréciser les choses et puis qui va permettre dans chaque bâtiment d'expliquer quelles sont les espèces qui ont été préservées ou qui ont été avantagés, on va dire, parce qu'on peut faire de la compensation en mettant des nichoirs et des gîtes à la place des anfractuosités qui étaient présentes initialement dans le bâti. Mais on peut aussi se dire qu'en ayant analysé l'habitat global dans lequel se trouve le bâtiment, il peut y avoir des espèces qui pourraient être intéressées. Si elles trouvaient de quoi nicher, elles pourraient être intéressées pour s'installer. Et donc, on peut profiter de la rénovation des bâtiments pour améliorer la biodiversité des sites. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer des éléments de communication de ce type-là aux habitants. Et puis des temps de sensibilisation et également on aura une vidéo qui permettra aussi de présenter le projet et de présenter justement les retours d'expérience sur des partenariats qui existent déjà entre certaines de nos associations et des bailleurs sociaux et qui ont mis en place des actions concrètes de préservation des espèces qui seront ensuite mis à disposition de tous, bien évidemment. Donc voilà pour ce qu'on peut dire pour ça. Et donc oui, je vais envoyer le lien du webinaire à la suite là, de ce webinaire. Je vous transmets la présentation en format PDF et vous pourrez comme ça, dans un premier temps, avoir accès au PowerPoint et ensuite, d'ici quelques jours, l'avoir également en replay sur notre chaîne YouTube. Bon, ben, s'il n'y a plus d'échanges complémentaires, ben, on vous remercie beaucoup de votre participation
Merci aux intervenants de l'Adréal et puis du Conseil régional d'avoir pris le temps de nous présenter leurs actions et puis leur politique biodiversité. Et puis j'espère que donc, ça bénéficie à tout le monde d'avoir ce niveau d'information pour eh bien, justement les choses qui nous motivent et les actions qu'on veut mener. Je me permets une petite intervention parce qu'il y a 2 Oui. questions sur le conseil régional et donc du coup, c'est Alors, peut-être le attendez, coup je que je n'ai pas réponds. vu. Pardon, effectivement, j'ai pas été voir. Alors d'abord, devons-nous nous inquiéter de la gestion de Natura 2000 par la région? Je peux vous dire que non. A priori, ça Ah devrait oui, bien se j'ai pas vu. passer. A priori, ça devrait bien se passer, mais comme je vous l'ai expliqué, il va y avoir une année qui va nous permettre de reposer les choses. Et on va adosser, donc il va y avoir aussi en fait des, comment dire, dans les dernières annonces du président, il va notamment y avoir des assises de l'eau qui vont avoir lieu en début d'année et qui vont permettre peut-être de poser la question et des espaces et de créer des espaces politiques donc qu'on financerait sur justement comment on peut avoir une vision stratégique globale sur ces points-là. Donc a priori, il faut pas s'inquiéter. Ça prend un peu de temps, mais à notre décharge, c'est allé très vite. C'est allé très vite cette passation et donc du coup, on fait comme on peut nous aussi de notre côté. Pour la deuxième question, la date pour le cap transition, donc elle s'est déjà marquée dans le schéma régional dont je parlais tout à l'heure, mais du coup, il va y avoir un cadre plus précis qui va être défini et pareil, ça devrait avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'année, sachant qu'il y a beaucoup de gros sujets en ce moment, comme vous l'avez entendu, les assises de l'eau, la REC, mais vous inquiétez pas, tout ça devrait arriver courant La REC, 2023. est-ce que tu peux dire ce que c'est la REC, ce nouveau projet? L'Agence régionale de l'énergie et du climat, Voilà. pardon. Oui, c'est vrai que c'est sur Donc, il y a ce nouveau c'est projet aussi en mon autre régional. VP. OK. Voilà. Merci à vous. Et merci à vous, donc, à vous tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée et portez-vous bien. Très bonne Bonne soirée à soirée. tous. Merci. Merci. Au revoir.